Je m'appelle Juliette Lefebvre. J'ai 30 ans. Et la première fois que mes parents biologiques se sont battus avec autant d'acharnement pour me réclamer, c'était lorsque mon nom a été associé à la somme de 5 millions d'euros. Ils m'ont abandonné quand j'avais 6 mois, m'ont laissé chez ma grand-mère et ont disparu si complètement que, pendant la majeure partie de mon enfance, je pensais que le mot « parent » n'était qu'un terme utilisé par les autres enfants pour parler des sorties d'école à 16h30, des gâteaux d'anniversaire et des vacances d'été en Bretagne. Pendant 30 ans, c'est ma grand-mère qui m'a nourri, m'a élevé, m'a emmené à l'école, m'a tenu la main quand j'avais de la fièvre, a applaudi lors de mes remises de diplôme et a veillé à ce que je ne me sente jamais comme une enfant que quelqu'un avait jetée. Puis elle est morte, et la maison qui sentait bon son café filtre, ses vieux livres de poche, le savon de Marseille et les rosiers qu'elle avait plantés pour moi est devenue douloureusement silencieuse. Je pensais que le deuil serait la chose la plus difficile à surmonter. J'avais tort. 3 semaines après les funérailles, une assignation en justice est arrivée à ma porte. Mes parents, ces mêmes personnes qui m'avaient quitté avant même que je puisse parler, me poursuivaient pour mon héritage, affirmant que j'avais manipulé une femme âgée pour qu'elle me lègue sa succession de 5 millions d'euros. Quand je suis entré dans la salle d'audience, ma mère a levé les yeux au ciel comme si j'avais déjà perdu. Mon père s'est adossé à sa chaise avec ce petit sourire suffisant qu'arborent les gens qui pensent que les liens du sang leur donnent un droit de propriété sur tout ce qu'ils n'ont jamais mérité. Puis le juge a ouvert le dossier, a lu une page, s'est figé et m'a regardé droit dans les yeux. « Attendez », a-t-il dit lentement. « C'est vous qu'ils poursuivent. » C'est à ce moment-là que tout a basculé, mais pas de la manière dont mes parents s'y attendaient. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que ma grand-mère s'était préparée à cela bien avant sa mort, et la vérité qu'elle a laissée derrière elle était plus puissante que n'importe quel mensonge qu'il pouvait se permettre d'inscrire dans une plainte légale. Le procès ne m'a pas semblé réel au début. Je me tenais dans ma cuisine, l'enveloppe ouverte sur le plan de travail, mon café refroidissant à côté, fixant ces mots qui transformaient ma vie entière en une accusation judiciaire, abus de faiblesse, captation d'héritage, enrichissement sans cause. Les phrases semblaient propres et professionnelles sur le papier, mais en dessous se cachait quelque chose de pourri. Sophie et Thomas Bernard, mes parents biologiques, disaient à un tribunal que j'avais volé la femme qui m'avait élevé, la femme qui m'avait choisi chaque jour de sa vie après qu'il ait choisi de partir. Ma main tremblait tellement que j'ai dû m'asseoir. Pas parce que j'avais peur qu'il prenne l'argent, du moins pas au début. J'avais peur parce qu'il essayait de réécrire la seule histoire d'amour en laquelle j'avais jamais eu confiance. Ma grand-mère, Béatrice Laurent, et mon grand-père, Guillaume Laurent, n'avaient jamais été riches de cette manière ostentatoire que les gens imaginent. Ils conduisaient de vieilles voitures, faisaient attention aux promotions, réparaient l'électroménager cassé au lieu d'en racheter, et traitaient chaque euro comme s'il avait un but précis. Mais au fil des décennies, mon grand-père avait investi judicieusement. Ma grand-mère avait géré leurs quelques appartements mis en location avec une discipline silencieuse, et au moment de leur décès, ce qui semblait être un patrimoine ordinaire valait près de 5 millions d'euros. Je n'en connaissais même pas le montant exact jusqu'à ce que la notaire m'appelle. Je me souviens avoir murmuré, « Ce n'est pas possible. » Parce que la femme qui laissait derrière elle cette fortune était la même femme qui réutilisait les sacs cadeaux, lavait les boîtes en plastique de conservation et me disait que gaspiller la nourriture était un manque de respect envers tous ceux qui avaient un jour souffert de la faim. Et puis, avant même que j'aie pu finir mon deuil, Sophie et Thomas ont décidé que cet argent était tombé entre de mauvaises mains. J'ai appelé maître Camille Mercier, l'avocate spécialisée en succession en qui ma grand-mère avait confiance depuis des années. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente lorsqu'elle a dit « Juliette, je veux que tu m'écoutes attentivement. Il ne demande pas seulement une part. Il t'accuse d'avoir manipulé Béatrice. Ils prétendent qu'elle était trop faible pour comprendre ce qu'elle faisait. » J'ai failli rire, mais c'est sorti comme un souffle brisé. Grand-mère Béatrice était la personne la plus vive des prix que j'ai jamais connue. Elle pouvait se souvenir de l'anniversaire d'une caissière qu'elle avait croisée 2 fois, repérer une erreur de centimes sur un relevé bancaire et faire taire une pièce entière avec une seule phrase. L'idée que je les contrôlais était déjà assez insultante. L'idée que Sophie et Thomas fassent semblant de se soucier de son état mental après avoir séché ses funérailles me tordait l'estomac. Camille m'a demandé de rassembler tout ce qui prouvait ma véritable relation avec mes grands-parents, photos, lettres, dossiers médicaux, bulletins scolaires, vieilles cartes, journaux intimes, reçus, tout ce qui prouvait que j'avais été là et qu'il avait été là pour moi. Je suis allé dans la chambre de ma grand-mère ce soir-là et j'ai ouvert le coffre en cèdre au pied de son lit. À l'intérieur se trouvaient des couvertures de bébé, des carnets de notes, des cartes d'anniversaire, des décorations de Noël faites à la main, et une enveloppe jaunie que je n'avais jamais vue auparavant.
Mon nom était écrit sur le devant avec son écriture. À l'intérieur se trouvait une lettre, pas d'elle, mais de Sophie. Elle était datée de 2 semaines après ma naissance. Les mots étaient brefs, presque impatients, on ne peut pas faire ça. On est trop jeune. Elle pleure trop. Garde-la pour le moment. On a besoin de retrouver notre vie. En bas, Thomas avait ajouté une phrase, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je me suis assise sur le sol avec cette lettre sur les genoux, et quelque chose s'est figé en moi. Pendant des années, je m'étais demandé s'il avait été désespéré, malade, pris au piège ou le cœur brisé. Cette lettre ne semblait pas avoir été écrite avec le cœur brisé. Elle semblait agacée. Elle donnait l'impression que j'avais été un problème dont ils étaient soulagés de se débarrasser ailleurs. Et maintenant, 30 ans plus tard, ces mêmes personnes disaient à un juge qu'il était des victimes. Camille m'a expliqué que la plainte mentionnait également leurs difficultés financières. L'entreprise de Thomas avait fait faillite après des années à prétendre qu'il avait plus de succès qu'en réalité. Sophie avait des dettes de cartes de crédit cachées derrière des sacs de créateurs, des rendez-vous au salon de coiffure et des sourires de façade. Leur maison était sur le point d'être saisie. Ils avaient déjà emprunté à des proches, vidé leurs économies et épuisé toutes les excuses avant de trouver mon nom dans le dossier de succession chez le notaire. Soudain, leur retour prenait tout son sens. Ils n'étaient pas revenus pour leur fille. Ils étaient revenus pour toucher le pactole. Ce soir-là, j'ai arrêté de me demander pourquoi ils ne m'aimaient pas, j'ai commencé à me demander jusqu'où ils étaient prêts à mentir pour obtenir ce qu'ils voulaient et si j'étais enfin assez forte pour laisser le monde entier entendre la réponse. Se préparer pour le tribunal, c'était comme fouiller dans les ruines de ma vie et étiqueter chaque souvenir comme une pièce à conviction. Le bureau de Camille est devenu un champ de bataille de boîtes en carton, de dossiers, de post-it, de bloc-notes juridiques et de photographies étalées sur sa table de conférence. D'un côté, il y avait les affirmations de Sophie et Thomas selon lesquelles ma grand-mère avait été seule, confuse, dépendante de moi et facilement manipulable. De notre côté, il y avait la vérité. Mais la vérité avait quand même besoin de preuves. Camille a été douce avec moi, mais elle n'a pas édulcoré la réalité. Leur avocat va te faire passer pour quelqu'un David, a-t-elle prévenu. Il va dire que tu as isolé Béatrice de ses vrais enfants. Il va dire que tu as profité de son chagrin après la mort de Guillaume. Il pourrait même dire que tu l'as empoisonné contre eux. Je l'ai dévisagée, stupéfaite. Il n'était pas là pour qu'elle soit empoisonnée contre eux. Camille a hoché la tête. Alors, nous allons prouver cela. Nous avons commencé par les documents de délégation d'autorité parentale montrant que mes grands-parents m'avaient recueilli quand j'avais 6 mois et que Sophie et Thomas n'avaient jamais fait de demande pour récupérer ma garde. Nous avons trouvé des formulaires scolaires où Béatrice et Guillaume étaient listés comme contacts d'urgence, des documents médicaux montrant qu'il avait payé pour mes soins, des cartes d'anniversaire de voisins les appelant mes parents de toutes les manières qui comptaient, et de vieilles photographies d'une vie entière dans laquelle Sophie et Thomas n'avaient jamais pris la peine d'entrer. Mais la preuve la plus solide venait des journaux intimes. Ma grand-mère les tenait depuis des décennies, non pas des journaux dramatiques remplis de secrets, mais des registres ordinaires d'amour. Juliette a perdu sa première dent aujourd'hui et a insisté pour que la petite souris lui laisse un reçu. Juliette a pleuré parce qu'un camarade de classe a dit que les grands-parents ne sont pas de vrais parents. Je lui ai dit que l'amour ne se mesure pas à l'âge. Juliette a été acceptée à l'université. Guillaume a pleuré dans le garage pour qu'elle ne le voie pas, chaque entrée était petite, mais ensemble, elles formaient un mur que mes parents ne pouvaient pas escalader. La veille du procès, je me suis assise seule dans la cuisine de grand-mère Béatrice, lisant ses journaux jusqu'à ce que les mots se brouillent. Je pouvais presque entendre sa voix dans la pièce, ferme et chaleureuse, me disant de ne pas me faire toute petite. Il y avait une entrée datant de mes 12 ans qui m'a brisé. Sophie a appelé aujourd'hui après 9 ans. Pas pour demander des nouvelles de Juliette, mais pour savoir si nous avions toujours le service à thé en argent. Je lui ai dit que Juliette travaillait bien au collège. Elle a raccroché avant que j'aie terminé. J'ai plaqué ma main sur ma bouche parce que ça faisait mal à un endroit que je croyais guéri. Pas parce que Sophie avait raccroché. J'avais accepté depuis longtemps qu'elle ne voulait pas me connaître. Ça faisait mal parce que ma grand-mère avait porté ce rejet silencieusement et m'en avait quand même protégé. Elle ne m'avait jamais laissé me sentir comme le fardeau indésirable de quelqu'un. Elle avait transformé l'abandon en histoire du soir, en déjeuner pour l'école, en leçon de piano, en bisous sur les genoux écorchés, en projet d'expo-science, en discussion nocturne et en crêpes du dimanche en forme de cœur. Je voulais me venger à ce moment-là. Pas d'une manière bruyante,
pas d'une manière cruelle, mais du genre de vengeance où la vérité se lève devant tout le monde et refuse d'être enterrée. Camille a également trouvé des copies de 2 vieux chèques que mes grands-parents avaient envoyés par la poste à Sophie et Thomas des années auparavant. Tous 2 marqués, pour les besoins de Juliette, tous 2 encaissés, et aucun n'avait été suivi d'une visite, d'un appel, d'une carte d'anniversaire ou même d'un merci. Ce détail a changé quelque chose en moi. Non seulement ils m'avaient abandonné, mais ils avaient accepté de l'aider en mon nom tout en refusant de me connaître. Puis Camille a trouvé une dernière chose, une lettre notariée. Ma grand-mère l'avait rédigée 2 ans avant sa mort, adressée à tout tribunal qui pourrait un jour remettre en question sa décision. Mes mains tremblaient pendant que Camille la lisait à haute voix. Grand-mère Béatrice avait écrit que je n'étais pas une aide-soignante apparue à la fin de sa vie, ni une étrangère l'ayant influencée pendant une période de faiblesse, ni une parente avide tournant autour d'un héritage. J'étais l'enfant qu'elle avait élevé, la petite fille qu'elle avait choisie et le membre de la famille qui était resté. Elle a écrit, « Si Sophie et Thomas reviennent un jour après ma mort, demandez-leur où ils étaient quand Juliette avait besoin de chaussures, de médicaments, de frais de scolarité, de réconfort et d'amour. » Je ne pouvais plus parler après avoir entendu cela. Même depuis la tombe, ma grand-mère se tenait toujours entre moi et les personnes qui m'avaient fait du mal. Camille m'a trouvé à la table de la cuisine le lendemain matin, tenant toujours le journal. « Es-tu prête ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé la chaise vide où ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir et j'ai pensé au bébé que Sophie avait jugé trop pleurnicheur, à l'enfant pour lequel Thomas ne voulait pas rendre les choses plus difficiles, et à la femme qu'il traînait maintenant devant le tribunal. Non, ai-je répondu honnêtement. Mais j'ai fini d'avoir peur des gens qui ne se pointent que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. À ma place, seriez-vous entré dans ce tribunal discrètement, ou auriez-vous veillé à ce que chaque mensonge soit exposé au grand jour? Le tribunal judiciaire sentait l'encaustique pour sol, le vieux papier et la nervosité. Je portais un simple tailleur bleu marine, celui que grand-mère Béatrice m'avait aidé à choisir pour mon premier grand entretien d'embauche des années auparavant. À l'époque, elle s'était tenue derrière moi devant le miroir et avait dit, « Cette couleur te donne l'air de quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. » J'avais plus que jamais besoin de cette phrase alors que je passais la sécurité avec Camille à mes côtés. Sophie et Thomas étaient déjà là. Sophie portait du noir. Pas le noir des funérailles, mais un noir de représentation. Le genre de tenue choisie pour paraître blessé et respectable. Thomas gardait une main dans sa poche et l'autre sur son téléphone, faisant défiler l'écran comme si c'était un simple contretemps entre 2 réunions. Quand Sophie m'a vu, elle a poussé un petit soupir théâtral et a levé les yeux au ciel comme si ma présence dans ma propre affaire de succession était un caprice d'enfant. Thomas s'est penché vers elle et lui a murmuré quelque chose qui les a fait sourire tous les 2 d'un air narquois. Je n'ai pas détourné le regard. Cela seul a semblé les irriter. Leur avocat, maître Antoine Deschamps, était exactement le genre d'homme auquel je m'attendais, chaussures cirées, montreur de prix, un sourire trop lisse pour être sincère. Il a salué Camille avec une fausse chaleur, puis m'a jeté un coup d'œil comme si j'étais un problème qu'il prévoyait de régler avant l'heure du déjeuner. Lorsque le président du tribunal, le juge Laurent Beaumont, est entré, tout le monde s'est levé et la pièce s'est figée dans le silence. Il a commencé par examiner le résumé de l'affaire. J'ai regardé ses yeux parcourir la page, calme au début, puis plus lent. Il a froncé les sourcils. Il a tourné une autre page, puis une autre. Finalement, il a regardé par-dessus ses lunettes. D'abord Sophie et Thomas, puis moi. « Attendez » a-t-il dit, sa voix coupant court au silence de la pièce. « C'est vous qu'ils poursuivent. » Antoine Deschamps s'est agité. Le visage de Sophie s'est durci. Le juge a tapoté le dossier. Ce dossier indique que les plaignants ont laissé la défenderesse aux soins de Guillaume et Béatrice Laurent lorsqu'elle avait 6 mois et n'ont fait aucun effort documenté pour reprendre leurs responsabilités parentales pendant près de 3 décennies. Est-ce exact? Antoine s'est levé rapidement. Monsieur le Président, mes clients contestent la formulation émotionnelle de cet historique. L'expression du juge n'a pas changé. J'ai demandé si le dossier était exact. Antoine a hésité. Dans les grandes lignes, oui. Ce seul mot a résonné comme une porte qui s'entrebâillait, dans les grandes lignes, comme si l'abandon d'un bébé pouvait être atténué par le vocabulaire. Antoine a tout de même fait sa déclaration d'ouverture. Il a parlé de droits biologiques, de liens familiaux, de regrets, de vulnérabilité et de prétendues manipulations. Il a dépeint Sophie et Thomas comme de jeunes parents qui avaient fait des erreurs mais qui s'étaient toujours souciés de moi de loin. De loin. Cette expression m'a presque fait bondir de ma chaise.
La main de Camille a touché mon bras sous la table, m'ancrant dans la réalité. Puis elle s'est levée et a raconté la vérité au tribunal. Que Béatrice Laurent m'avait élevé, m'avait aimé, m'avait protégé et avait pris la décision délibérée et documentée de léguer sa succession à la personne qui avait été sa fille de toutes les manières significatives. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Chaque phrase atterrissait avec le poids des dossiers, des dates, des signatures, des reçus et de 30 ans d'absence. Quand ce fut mon tour de témoigner, mes jambes semblaient flageolantes, mais ma voix ne l'était pas. J'ai dit au tribunal que je n'avais aucun souvenir d'avoir été abandonné à 6 mois, mais que j'avais vécu avec les conséquences de cela chaque jour de ma vie. Je leur ai parlé des bougies d'anniversaire que grand-mère allumait, des spectacles de l'école auxquels elle assistait, des chaises d'hôpital sur lesquelles elle dormait et des espaces vides où Sophie et Thomas auraient dû être. J'ai expliqué que ma grand-mère ne m'avait jamais appris à les détester. Elle m'avait appris à survivre à leur absence. Antoine a essayé de briser mon rythme lors du contre-interrogatoire. Mademoiselle Lefebvre, n'est-il pas vrai que vous avez vécu gratuitement chez Béatrice pendant des années? Je l'ai regardé. J'ai vécu dans ma maison en tant qu'enfant. Quelques personnes ont bougé dans la salle d'audience. Et n'est-il pas vrai, a-t-il continué, que Béatrice dépendait de vous sur le plan émotionnel après la mort de Guillaume? Oui, ai-je répondu. Nous dépendions l'une de l'autre. C'est ce que fait une famille. Il a souri comme s'il m'avait piégé. Donc, vous admettez qu'il y avait une dépendance. Je me suis légèrement tourné vers le juge. J'admets qu'il y avait de l'amour. Si leur dossier repose sur le fait de qualifier l'amour de manipulation, alors ils auraient dû se montrer à un moment donné au cours des 30 dernières années pour apprendre la différence. La salle est devenue silencieuse. Les yeux de Sophie se sont plissés. Thomas a arrêté de faire défiler son écran. Antoine a tenté un autre angle. Avez-vous déjà interrogé Béatrice sur son testament? Non. Saviez-vous que vous étiez la seule héritière? Non. Mais vous l'avez accepté rapidement, n'est-ce pas? J'ai dégluti, puis j'ai dit, j'ai accepté que ma grand-mère savait ce qu'elle voulait. Ce n'est pas la même chose que de célébrer sa mort. Cette réponse a effacé le sourire de son visage. Pour la première fois depuis mon arrivée, mes parents n'avaient plus l'air suffisant. Ils avaient l'air inquiets, et j'ai réalisé que le tribunal n'écoutait plus leur version de mon histoire. Il écoutait enfin la mienne. Camille a construit notre dossier comme si elle posait des briques face à une tempête. D'abord sont venus les documents de tutelle, puis les dossiers scolaires, puis les factures médicales, puis les photographies. J'étais là à 5 ans, les dents de devant manquantes, assise sur les épaules de Guillaume lors d'une fête de village. J'étais là à 12 ans, tenant un prix du concours de mathématiques pendant que Béatrice pleurait en arrière-plan. J'étais là à 17 ans, debout entre deux le jour de l'obtention de mon baccalauréat, leur visage rayonnant de la fierté épuisée des gens qui avaient survécu à chaque saison difficile avec moi. Chaque photo rendait Sophie plus petite, non pas physiquement, mais moralement. Elle gardait le menton levé, mais l'auditoire pouvait voir ce qu'elle avait raté. Puis Camille a présenté les journaux intimes. Antoine s'y est opposé, a argué de la pertinence, du oui-dire, a contesté tout sauf la vérité. Le juge Beaumont a autorisé la lecture de certains extraits parce qu'ils montraient l'état d'esprit de Béatrice sur de nombreuses années. Camille les a lus avec un contrôle constant. Juliette a demandé aujourd'hui pourquoi sa mère ne vient jamais nous rendre visite. Je lui ai dit que certaines personnes sont trop perdues pour aimer correctement, mais que cela ne la rend pas indigne d'être aimée. J'ai eu le souffle coupé. Je n'avais jamais lu celui-là. Camille a poursuivi, Guillaume dit que nous devrions ouvrir un compte épargne pour ses études supérieures. Je dis que nous devrions en ouvrir 2. Un pour l'école, un pour n'importe quel rêve qu'elle est trop timide pour nommer. Puis vint l'entrée après la mort de mon grand-père. Juliette est revenue s'installer temporairement pour m'aider avec la maison. Elle dit que c'est temporaire, mais je sais qu'elle a peur que je sois seule. Elle ne sait pas quelle est la raison pour laquelle je suis courageuse. J'ai entendu quelqu'un renifler dans le public. Antoine s'est levé pour un contre-interrogatoire, un dossier à la main et une assurance qui semblait répéter. Maître Mercier a montré des écrits sentimentaux, a-t-il dit. Mais le sentiment ne prouve pas la capacité mentale. Parlons des motifs. Il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Lefebvre, vous saviez que le patrimoine était précieux, n'est-ce pas? Je savais que la maison de ma grand-mère m'était précieuse, ai-je répondu. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Alors posez de meilleures questions. Camille a murmuré mon nom pour me mettre en garde,
mais la bouche du juge Beaumont a à peine bougé, comme s'il réprimait quelque chose. Le sourire d'Antoine s'est aminci. Il a sorti la vieille lettre de Sophie et Thomas, celle que j'avais trouvée dans le coffre en cèdre. Cette lettre, écrite peu après votre naissance, montre que vos parents étaient dépassés, et non malveillants. Les jeunes parents en difficulté prennent parfois des dispositions temporaires. N'est-il pas possible que vos grands-parents aient profité de cet arrangement temporaire et vous aient éloigné de vos parents? Sophie s'est penchée en avant, les yeux humides maintenant, jouant la comédie pour la salle. Pendant une seconde terrifiante, j'ai compris le piège. Il voulait transformer l'abandon en sacrifice. Il voulait que la lettre sonne comme la preuve qu'il avait eu besoin d'aide, et non comme la preuve qu'il s'était enfui. Camille s'est levée. Monsieur le Président, l'intégralité de la lettre peut-elle être lue au procès-verbal? Antoine a hésité. Il n'avait prévu de citer que la première ligne. Le juge Beaumont a hoché la tête. Allez-y, Camille a pris la page et a lu chaque mot, y compris les parties que Antoine avait sautées. Elle pleure trop. Garde-la pour le moment. On a besoin de retrouver notre vie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Le silence s'est répandu comme de la glace. Les fausses larmes de Sophie ont disparu. Thomas fixait la table. Camille a ensuite présenté les relevés téléphoniques des vieilles archives de Béatrice, montrant seulement 3 contacts de Sophie en 20 ans. Aucun pour prendre de mes nouvelles. L'un concernait le service AT en argent. L'autre pour emprunter de l'argent. Le dernier était une erreur de numéro qu'elle n'a jamais corrigée. Ensuite, Camille a présenté l'avis de décès et le calendrier de la plainte déposée 19 jours après que la valeur de la succession soit devenue publique lors du règlement notarial. Elle a également présenté les 2 vieux chèques que mes grands-parents avaient envoyés des années plus tôt, tous 2 encaissés par Sophie et Thomas, tous 2 libellés pour mes soins. Antoine s'y est à nouveau opposé, plus fort cette fois. Le juge Beaumont a rejeté l'objection. Puis Camille a appelé Sophie à la barre. Ma mère s'est avancée vers la barre des témoins comme quelqu'un montant sur scène, mais le scénario s'est vite effondré. Camille a demandé, « Pouvez-vous nommer l'école primaire de Juliette ?» Sophie a cligné des yeux. C'était il y a longtemps. Pouvez-vous nommer son lycée? Je n'ai pas été tenu informé. Pouvez-vous donner sa date de naissance? La bouche de Sophie s'est ouverte, puis refermée. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas détourné le regard. La voix de Camille est restée calme. Vous demandez à ce tribunal de croire que vous êtes une mère qui aime de loin. Alors, depuis cette distance, pouvez-vous nous dire la date à laquelle votre fille est née? Sophie a murmuré. La mauvaise date, le mauvais mois, le mauvais jour. Personne n'a bougé. Camille a tourné une page. Madame Bernard, avez-vous assisté aux funérailles de Béatrice Laurent? Non. Avez-vous envoyé des fleurs? Non. Avez-vous envoyé vos condoléances à Juliette? Je faisais mon deuil en privé. Mais 19 jours plus tard, vous avez déposé une plainte affirmant que Juliette avait volé l'argent de la femme qui l'avait élevée. Le visage de Sophie a rougi. Cet argent aurait dû rester dans la famille. Camille a fait une pause. Juliette et la famille. Cette phrase a frappé plus fort que n'importe quelle accusation. Thomas a témoigné après elle et a fait encore pire. Il a essayé de prétendre qu'il avait toujours eu l'intention de reprendre contact, mais lorsque Camille lui a demandé pourquoi il avait attendu l'évaluation de la succession, il a répondu « Nous ne savions pas ce qu'elle possédait avant cela ». C'était la première chose honnête qu'aucun d'eux n'avait dite de la journée. Antoine a fermé les yeux comme un homme regardant un navire couler depuis le rivage. Puis Camille a présenté la lettre notariée de ma grand-mère. Antoine a fait une objection avant même qu'elle ait fini de la décrire, mais le juge Beaumont l'a autorisée après avoir vérifié la date, la signature et les informations du témoin. Camille a lu le dernier paragraphe à voix haute, « Si Sophie et Thomas se manifestent après ma mort, que le tribunal leur demande ce qu'ils sont venus chercher. Si c'est Juliette, ils connaîtront sa vie. Si c'est l'argent, ils ne connaîtront que la mienne. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. Sophie a baissé les yeux. Le visage de Thomas est devenu rouge. À cet instant, ma grand-mère n'était pas un souvenir. Elle était un témoin. Je suis resté assise là, sentant chaque année de silence se transformer en preuve. Pour une fois, leur absence n'était pas une blessure que je devais cacher. C'était une preuve. Le verdict n'a pas été rendu immédiatement. Le juge Beaumont a suspendu l'audience, et ces 20 minutes m'ont paru plus longues que les 30 années pendant lesquelles Sophie et Thomas m'avaient ignoré.
Dans le couloir, Sophie a essayé de m'approcher. Camille s'est placée légèrement devant moi, mais ma mère a levé les deux mains comme si elle était inoffensive. Juliette, a-t-elle dit doucement, utilisant mon prénom comme si elle l'avait mérité. Ça va trop loin. J'ai failli rire. C'était aller trop loin quand ils avaient abandonné un bébé. C'était aller trop loin quand ils avaient raté chaque anniversaire, chaque fièvre, chaque diplôme, chaque enterrement. C'était aller trop loin quand ils avaient traité ma grand-mère de faible parce qu'elle m'avait aimé mieux qu'ils n'auraient jamais pu le faire. Thomas se tenait derrière elle, la mâchoire crispée. Nous pouvons régler ça tout de suite, a-t-il dit. Pas besoin d'embarrasser qui que ce soit d'autre. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Tu veux dire pas besoin de vous embarrasser? La douceur de Sophie s'est fissurée. Tu n'as pas besoin de 5 millions d'euros. C'était donc ça. Pas de, tu me manques. Pas de, je suis désolé. Pas de, j'ai eu tort. Juste une question d'argent déguisée en équité. Et tu n'as eu besoin d'une fille que lorsque tu as découvert qu'elle les avait, ai-je répondu. Son visage a changé à ce moment-là, non pas en tristesse, mais en colère. Après tout ça, tu es toujours aussi ingrate. Ce mot cachait une vieille échymose, mais il ne m'a pas brisé. Ingrate de quoi, ai-je demandé. Du silence, du procès, de ma mauvaise date de naissance? Thomas lui a attrapé le bras et l'a tiré en arrière avant qu'elle ne puisse répondre. Quand l'audience a repris, l'atmosphère de la pièce était différente. Même Maître Deschamps avait l'air fatigué. Le juge Beaumont a pris place et a croisé les mains sur le dossier. Ce tribunal a examiné les documents soumis, entendu les témoignages et pris en compte les arguments. Les plaignants ont allégué un abus de faiblesse, une incapacité mentale et un héritage abusif. Ils n'ont fourni aucune preuve crédible à l'appui de ces affirmations. Sophie regardait droit devant elle. La bouche de Thomas s'est contractée. Le juge a poursuivi, à l'inverse, la défenderesse a fourni de nombreux documents démontrant une relation familiale de longue date avec la défunte, des soins constants, une proximité émotionnelle et une intention testamentaire claire. Béatrice Laurent avait le droit légal et moral de léguer sa succession à Juliette Lefebvre. Ma gorge s'est nouée autour d'un sanglot que j'ai refusé de libérer. Le juge Beaumont a regardé en direction de Sophie et Thomas. La biologie seule ne crée pas un droit de succession, en particulier lorsque le dossier montre des décennies d'absence volontaire. Ce tribunal ne récompensera pas un abandon déguisé en inquiétude. Les épaules d'Antoine se sont affaissées. Camille a expiré à côté de moi. Puis sont venus les mots dont j'avais besoin sans savoir à quel point Jeanne avait besoin. Le testament est validé. La requête est rejetée. La succession sera transmise à Juliette Lefebvre telle qu'elle a été rédigée. Pendant une seconde, je n'ai rien entendu. Pas de papier, pas de respiration, pas de mouvement, juste la voix de ma grand-mère dans ma mémoire, me disant que je connaissais déjà ma valeur. Le juge Beaumont a également ordonné à Sophie et Thomas de couvrir une partie de mes frais de justice, car leur plainte était infondée et déposée de mauvaise foi après que le notaire ait révélé la valeur de la succession. Cette partie a fait sursauter Thomas. Monsieur le Président. Antoine l'a attrapé par la manche, mais il était trop tard. C'est scandaleux, a lâché Thomas. Elle les a montés contre nous. Le visage du juge s'est durci. Monsieur Bernard, vous seriez bien avisé de cesser de parler. Sophie s'est mise à pleurer à ce moment-là, mais ce n'était plus du théâtre. C'était de la panique. Ils étaient entrés dans cette pièce en s'attendant à prendre ce que mes grands-parents avaient construit. Ils en repartaient endettés, démasqués comme des menteurs, et dépouillés du fantasme qu'ils pouvaient effacer 30 ans avec une plainte en justice. Un greffier a rassemblé les documents avec une efficacité silencieuse, mais chaque mouvement semblait définitif. Alors que les gens commençaient à partir, j'ai entendu des murmures depuis le couloir. Quelqu'un a dit qu'il ne connaissait même pas sa date de naissance. Quelqu'un d'autre a ajouté, et ils l'ont traîné en justice. Pendant des années, ma honte avait vécu en privé. Leur honte était désormais publique. Et j'ai réalisé que la vérité n'a pas besoin de crier pour détruire un mensonge. À l'extérieur de la salle d'audience, Thomas a essayé une dernière fois. Juliette, s'il te plaît. Nous avons des ennuis. Je me suis retourné et, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu clairement. Non pas comme le père que je n'avais jamais eu, non pas comme l'homme dont j'avais autrefois essayé d'expliquer l'absence, mais comme quelqu'un qui avait pris ma douleur pour de la faiblesse. Sophie se tenait à côté de lui, les yeux rouges et tremblantes.
Nous pouvons recommencer à zéro, a-t-elle dit. Nous sommes toujours tes parents. Je les ai regardés tous les deux et j'ai senti quelque chose se débloquer enfin en moi. Non, ai-je dit. Vous êtes les gens qui m'ont abandonné. Mes parents étaient ceux qui sont restés. Thomas a tressailli. Sophie a murmuré, alors c'est tout. J'ai hoché la tête. Aujourd'hui, vous n'avez pas perdu 5 millions d'euros. Vous avez perdu votre dernière chance de prétendre que vous m'avez un jour mérité. Puis je suis parti. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas suppliés de comprendre. Ma vengeance a été simple, j'ai laissé la vérité éclater au grand jour, et j'ai refusé de porter leur honte un jour de plus. Après le verdict, le silence a été le premier cadeau que je me suis offert. J'ai bloqué les numéros de Sophie et Thomas avant même d'atteindre le parking. Mais ça ne les a pas empêchés d'essayer. Les emails sont arrivés en premier. Sophie écrivait de longs messages sur le regret, la guérison familiale et sur le fait que le deuil avait semé la confusion chez tout le monde. Les messages de Thomas étaient plus courts et plus tranchants. Nous avons besoin d'aide. Tu peux bien te passer d'un peu d'argent. Béatrice aurait voulu que tu pardonnes. Ce dernier message m'a fait fixer l'écran jusqu'à ce que ma colère se refroidisse en certitude. Béatrice aurait voulu beaucoup de choses. Elle aurait voulu que je mange quand j'étais triste, que je dorme quand j'étais épuisé, que je porte un manteau même si je disais que j'allais bien, et que je ne laisse jamais personne qualifier la cruauté d'obligation familiale. Elle n'aurait pas voulu que je finance les personnes qui m'avaient abandonné pour ensuite essayer de détruire sa dernière volonté. Camille leur a envoyé une lettre officielle de mise en demeure pour qu'ils cessent de me contacter. Après ça, les messages ont ralenti. J'ai appris par un cousin que je connaissais à peine que Thomas avait dû vendre sa voiture. Sophie a cessé d'aller au club associatif de son quartier où elle avait apparemment dit aux gens que j'avais subi un lavage de cerveau, car ses amis commençaient à poser des questions embarrassantes sur le dossier judiciaire. Leur image de parents incompris s'était effondrée. Et pour une fois, ils ne pouvaient pas me reprocher le bruit que cela faisait. Je n'ai pas fêté leur humiliation. J'ai juste refusé de les sauver des conséquences de leur propre choix. Il a fallu des mois pour régler la succession. J'ai gardé la maison. Les gens m'ont dit de la vendre parce qu'elle valait trop cher. Parce que les souvenirs ne sont pas des investissements. Parce que le chagrin ne devrait pas prendre de décision financière. Mais cette maison n'a jamais été qu'une simple propriété. C'était l'endroit où Guillaume m'avait appris à faire du vélo dans l'allée, où Béatrice mesurait ma taille sur la porte du cellier, où j'avais pleuré après mon premier chagrin d'amour et où l'on m'avait tendu un bol de soupe chaude au lieu de me donner des conseils. J'ai rénové quelques pièces, non pas pour les effacer, mais pour laisser la maison respirer à nouveau. J'ai transformé la salle de couture de grand-mère Béatrice en bureau. J'ai gardé le vieux poste de radio de Guillaume sur l'étagère, et dans le jardin, où les rosiers avaient poussé de façon sauvage pendant sa dernière maladie, j'ai passé 3 week-ends à couper, tailler et planter jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules. Un matin, alors que j'étais agenouillé dans la terre, j'ai trouvé la petite plaque de jardin en métal qu'elle avait fabriquée quand j'avais 10 ans. Il y était écrit « Les roses de Juliette » avec de la peinture effacée. Je me suis assise là et j'ai pleuré, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'ai réalisé que j'avais été aimé bruyamment, fidèlement et suffisamment. Quelques mois plus tard, j'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer un petit fonds de dotation au nom de mes grands-parents pour les enfants élevés par des proches après un abandon, une addiction, une incarcération ou des négligences. Je l'ai appelé le « Fonds Béatrice et Guillaume ». La première subvention a aidé une grand-mère à acheter une voiture fiable pour pouvoir emmener son petit-fils à l'école et chez le psychologue. La deuxième a aidé une adolescente à payer ses frais d'inscription à l'université après que sa tante l'ait élevée avec un seul salaire. La troisième a permis d'acheter des lits, des manteaux d'IV et de payer les frais d'avocat pour 2 frères et sœurs dont les parents avaient disparu. La quatrième a aidé une jeune mère, élevée par son oncle, à se payer une thérapie après des années passées à se croire indésirable. À chaque fois que je signais un chèque, je pensais à Sophie qui disait que je n'avais pas besoin de 5 millions d'euros. Elle avait raison sur un point, je n'en avais pas besoin pour prouver ma valeur, mais je pouvais l'utiliser pour éviter à d'autres enfants d'avoir l'impression que l'amour les avait complètement abandonnés. Environ 1 an après le procès, une lettre est arrivée sans adresse d'expédition. J'ai reconnu l'écriture avant même de l'ouvrir. Sophie écrivait qu'elle était malade, que la vie lui avait donné une leçon d'humilité, et qu'elle espérait que je trouverais dans mon cœur la force de l'aider à payer ses frais médicaux. Il n'y avait toujours pas de véritables excuses, aucune mention de la mauvaise date de naissance, aucun aveu que le procès était une cruauté,
juste une autre main tendue venant du même sentiment d'avoir tous les droits. Pendant un instant, la petite fille en moi a voulu croire que la lettre signifiait que quelque chose avait changé. Mais ensuite, j'ai lu la dernière phrase, « Après tout ce que nous avons traversé, tu nous dois bien un peu de compassion. » J'ai plié la lettre lentement, je l'ai placée dans le coffre en cèdre à côté de la lettre originale qu'elle avait écrite quand j'étais bébé, et j'ai refermé le couvercle. 2 lettres espacées de 30 ans, demandant toutes deux à quelqu'un d'autre de porter le poids de ses choix. Cette fois, j'ai refusé. Je suis sorti, je me suis tenu sous le treillis de roses, et j'ai respiré l'air du soir. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru qu'être abandonné signifiait qu'il me manquait quelque chose. Maintenant, je comprenais la vérité. C'était à EX qu'il manquait quelque chose. Mes grands-parents avaient rempli ma vie d'assez d'amour pour construire un avenir. Et le procès de mes parents n'a fait que prouver ce que grand-mère Béatrice m'avait enseigné depuis toujours, la famille, ce ne sont pas les gens qui reviennent quand l'héritage est conséquent. La famille, ce sont les gens qui restent quand il n'y a rien à gagner d'autre que de l'amour. Je garde toujours les 2 lettres. Je les garde non pas parce que je veux vivre dans la souffrance, mais parce qu'elles me rappellent la différence entre les gens qui partent et les gens qui aiment. Une lettre m'a rejeté, l'autre a essayé de me faire payer. Aucune des 2 n'a plus le pouvoir de me définir. Alors, si vos parents biologiques vous avaient abandonné, vous avez ignoré pendant 30 ans, puis étaient revenus uniquement pour vous poursuivre en justice pour l'héritage laissé par la personne qui vous a réellement élevé, que feriez-vous? Leur pardonneriez-vous, les aideriez-vous, ou les laisseriez-vous faire face aux conséquences de la vie qu'ils ont choisie?